est venu conforter les familles éplorées. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Je le disais au sommaire, les grandes affiches annonçant la tenue de la 9e conférence de gouverneur à Mbandaka font partie du décor depuis plusieurs jours dans cette ville. L'ambiance dans la ville avant l'arrivée du chef de l'État est grandiose, tel que nous décrit José Baïtombre. La 9e conférence de gouverneurs sur place, la conférence se déguste dans tous les coins et recoins. Les grandes affiches floquées de messages de bienvenue et d'espoir sont visibles un peu partout dans la ville pour annoncer déjà l'importance de l'événement et le soutien que les Mbandakais accordent au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui va présider cette session. Toutes les forces vives de la province se mobilisent pour la réussite de cet événement, pareil dans les états-majors de partis politiques où tout est mis en marche pour accueillir chaleureusement le président de la République et personne ne veut rater ces grands événements. Le parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux s'en mêle. Le chef de l'État va rencontrer cette population et il va parler à cette population parce que nous savons qu'il a encore de grands projets pour cette province qui vont se réaliser bientôt. Nous sommes en train de dire aussi à la population de lui donner un autre mandat pour qu'il puisse achever tous les projets qu'il a pour la province de l'Équateur. Également au rendez-vous, les partis politiques agissant pour la République des Guiluando. L'aéroport de Mbandaka enregistre depuis quelques jours plusieurs rotations d'avions transportant les délégations de 26 provinces de la RDC attendues à ses assises comme celle de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, arrivée aujourd'hui au chef-lieu de la province de l'Équateur. La mobilisation de cadres, militantes et militants de son parti, le FIDEC, Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, Fédération des Mbandaka était totale. La conférence de gouverneurs, ces assises qui se tiennent une fois l'an, est un cadre fédérateur d'échanges et de concertations entre le chef de l'État et les gouverneurs avec en leur tête le ministre de l'Intérieur et Sécurité autour de la politique à mener dans chaque province et sur la législation édictée pour le bien du pays. Parmi les personnalités sur place pour accueillir le chef de l'État figure la ministre du Travail et Emploi. Sur place, Claudine Ndoussi va aussi sensibiliser tous les personnels de son secteur et assister à l'inauguration par le chef de l'État d'un nouveau bâtiment de l'INPP, comme nous dit Willy Atunakov. C'est dans le cadre des préparatifs de la première visite officielle à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son secteur, que Claudine Ndoussi Mwakembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, accompagnée des nouveaux mandataires de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, a foulé lundi 19 décembre 2022 les sols de cette ville. À sa descente d'avion, un accueil très chaleureux a été réservé à sa délégation de la part des directeurs provinciaux, des entreprises publiques, chefs de division, animateurs des structures placées sous sa tutelle, ainsi que de la part de nombreux cadres et militants de l'Union sacrée de la nation et particulièrement d'une foule immense de l'AFDCA, regroupement politique cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo, reconnu comme première force politique de la majorité parlementaire au sein de l'Union sacrée. Peu après la caravane motorisée de celle qu'on appelle affectueusement Mama ni Mama, cette ébranle ce mardi 20 décembre 2022 d'une visite guidée du numéro 1 de l'emploi en RDC sous la guidance du directeur provincial de l'INPP Équateur et en présence du président du conseil d'administration Jean-Marie Lukulassi, du directeur général Godefroy Chimanga, du directeur général adjoint Patrick Kayembe et de 2 administrateurs de l'INPP. Les gardes congolais sont aujourd'hui tournés vers la ville de Mbandaka de la province de l'Équateur. Nous sommes en direct avec Blaise Bokokia Sonza. Bonjour Blaise, vous qui êtes sur place, décrivez-nous un peu l'ambiance qui règne avant l'arrivée du chef de l'État. Allô, Blaise Bokokia, vous qui êtes sur place, l'ambiance qui règne sur place car avant que le chef de l'État y arrive. Le spectateur de la RTNC, Eric, nous sommes bel et bien ici, au niveau de ce terrain de Wangata, dans la commune qui porte le même nom. Un peu plus avant de Zavli Itela, c'est par là que le cortège présidentiel va arriver.
Et aussitôt descendu de la Jeep qui va l'amener jusqu'ici, le chef de l'État va prendre son tapis rouge qui va l'amener justement vers la tribune qui est érigée pour la circonstance. Et de l'autre côté, il y a des chapelles. Et à côté des chapelles également, de l'autre chapelle, qui vont rester des invités qui sont venus de certaines autorités politico-administratives ici au niveau de la province. Et juste devant, c'est la population et qui est là depuis le matin. Nous sommes arrivés à 6 heures du matin ici. On a trouvé cette population passée au niveau de ce terrain et pour suivre attentivement le message que va adresser aux uns et aux autres le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va faire le déplacement de Mbandaka pour bien sûr présider la 9e cérémonie, 9e session de la conférence des gouverneurs qui ouvre ses portes demain et qui va fermer ses portes le vendredi. Retenons bien le thème, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces. Une question pour les provinces d'échanger des expériences et voir comment jouer à l'équilibrisme, car il y a certaines provinces qui sont pauvres par rapport à d'autres. Il faut jouer à l'équilibrisme de façon qu'on puisse mettre en application cette caisse nationale de péréquation pour essayer de donner une quotité de 10% aux provinces qui n'ont pas assez de moyens. Et j'espère que ça sera une véritable bouffée d'oxygène pour ces provinces-là. C'est la raison pour laquelle il y a ce rendez-vous, la 9e session de la conférence des gouverneurs, mais bien avant l'ouverture des travaux prévus pour demain. Le chef de l'État sera ici pour s'adresser à la population. Autant la population s'est amassée ici au niveau du terrain de Ouangata, autant elle a fait le déplacement à l'aéroport pour réserver un accueil délirant au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La question est celle de savoir, le chef de l'État va-t-il prendre place à bord de sa Jeep pour rejoindre cet endroit où il va communier avec la population marchant à pied? Nous avons encore des doutes à ce niveau parce que d'ici jusqu'à l'aéroport, il y a au moins 10 km. 10 km qui séparent ce terrain de Ouangata jusqu'à l'aéroport. Je crois que par un d'accord, le chef de l'État peut soit descendre quelque part, à quelques endroits, pour communier avec la population. Mais ce qui est vrai est qu'ici le décor est planté et pour cette cérémonie, cette adresse du président de la République à la population de Mbandaka. D'accord, dites-nous Blaise Boko, qui a une fois arrivé sur place, qu'est-ce que le chef de l'État compte faire? Comme je le disais tout à l'heure, Eric Kabamba, que la cérémonie, l'ouverture des travaux, la 9e session de la conférence des gouverneurs, c'est pour demain. C'est la raison pour laquelle le président est arrivé à Mbandaka. Il faut souligner que c'est la première visite du genre depuis que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accédé à la magistrature suprême. Il était là pendant la campagne électorale. Aujourd'hui, il y arrive, mais aux observateurs du paysage politique de comprendre les enjeux qui sont autour de ce voyage, parce qu'il y a un accueil délirant qui sera réservé au président de la République et qu'on fera certainement une approche comparative avec tous les enjeux politiques qui se dressent aujourd'hui dans notre pays. C'est à ces observateurs d'en tirer les conclusions. Mais ce qui est vrai est qu'au regard de cette mobilisation au niveau de Mbandaka, Tshisekedi Tshilombo aura un accueil délirant, pour ne pas dire féerique. Ok, Blaise Bokokia, une dernière question avant de vous libérer. La population s'impatiente. À quand l'ouverture de cette conférence? Un peu de difficulté quand même pour suivre votre question, mais je ne saurais pas peut-être répondre exactement parce qu'il y a un problème de liaison. Les télécommunications vont faire un grand effort pour qu'il y ait cette au niveau des liaisons. Le réseau est très compliqué. Allô Blaise Bokokia, vous nous captez très bien? Je disais que j'ai du mal à à suivre votre question, Eric. Je disais ceci, Blaise Bokokia. Allô, vous nous captez très bien? Vous dites? Oui, je disais ceci. La population s'impatiente. Nous voulons un peu savoir à quand l'ouverture de cette conférence. Non, il n'y a pas d'impatience ici, croyez-moi. La population ne s'impatiente. La population est mobilisée. C'est depuis 6 heures qu'elle est là. Elle a... C'est une véritable démonstration de force que cette population
veut prouver au président de la République qu'elle est derrière lui, surtout face aux enjeux de l'heure, avec cette agression rwandaise au niveau de l'Est du pays, avec la complicité bien sûr des terroristes du M23. Mbandaka a toujours été de cœur, non seulement avec le chef de l'État, mais également avec les forces armées de la République démocratique du Congo, qui se battent nuit et jour pour mettre fin à cette agression dont est victime la République démocratique du Congo. D'accord. Pas question de patience. La population a fait le déplacement des différents quartiers des deux communes qui composent la ville de Mbandaka. Il y a la commune de Wangata et la commune de Mbandaka, avec beaucoup de quartiers. Ici sur place, sur le terrain de Wangata, cette population hier, comme autant, elle s'est déployée au long du parcours du cortège présidentiel et bien sûr avec celle qui a fait le déplacement à l'aéroport de Mbandaka pour réserver un accueil délirant au chef de l'État. D'accord, merci beaucoup Blaise Boukoukia, nous vous libérons et nous vous disons merci beaucoup pour toutes ces précisions et bon boulot à vous. Poursuivons ce journal. L'RDC peut enfin s'approvisionner en matériel militaire à l'unanimité. Hier, au Conseil de sécurité, l'ONU vient de lever toutes les contraintes qui pesaient lors de la procédure des notifications sur l'achat des armes en direction de la RDC. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a aussi confirmé cette information. Pour Christophe Lutundula, que nous avons joué au téléphone, le pays retrouve sa souveraineté. On l'écoute. Ce soir même, on vient d'apprendre que la RDC n'est plus sous le régime de notification pour l'achat de ces armes. Le Conseil de sécurité en a ainsi décidé par des résolutions. Quelles sont les impressions que vous avez ce soir? Oui, je confirme d'abord qu'effectivement, le Conseil de sécurité vient de voter à l'unanimité la résolution qui lève l'obligation de notification qui nous a été imposée injustement par le Conseil. Et il faut ajouter également que le Conseil de sécurité a adopté la résolution relative au mandat de la MONUSCO et nous aurions souhaité effectivement que ce soit un peu plus, que le mandat soit plus offensif, mais qu'à cela ne tienne, il y a une position claire du Conseil donnant le feu vert à la MONUSCO de collaborer avec la force régionale de l'Afrique de l'Est pour exécuter les tâches qui sont prévues dans le chronogramme du communiqué final du mini-sommet de Luanda du 23 novembre dernier. Je pense que c'est une avancée significative. La levée de cette obligation nous facilite ainsi la tâche pour la réforme de l'armée, pour le bon équipement de nos forces armées afin d'augmenter leur force de frappe et de promouvoir leur montée en puissance. Nous en prenons bonne note. Pour la MONUSCO, nous en prenons bonne note, étant entendu bien sûr que nous continuons la discussion sous son mandat au regard des aspirations légitimes du peuple congolais exprimées il y a quelques mois. C'est un succès diplomatique incontestable du gouvernement et surtout un succès que nous devons au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grâce en effet à sa perspicacité, à son dynamisme, à sa détermination et à son courage politique. Nous avons avancé sous cette autorité comme il se doit. Je pense que c'est un avantage que nous avons. Il faut bien le reconnaître objectivement. Monsieur le ministre, la paternité de ces résolutions, la France semble être au devant de la scène. Comment vous réagissez à ces opinions? Écoutez, je suis ministre des Affaires étrangères, vice-premier ministre, je n'entre pas dans ce type de polémique. Tout le monde sait que la France a toujours été depuis des années le scribe de résolution sous la RDC. Mais il faut reconnaître à la vérité qu'il y a une mobilisation internationale forte sous l'autorité du chef de l'État. Vous savez que moi-même je me suis rendu, j'ai fait toute une semaine de consultation, toujours sous l'instruction du président. Tous nos partenaires siégeants au Conseil qui se sont déjà exprimés, en commençant par les États-Unis, par la suite la France elle-même évidemment, la Belgique et aujourd'hui l'Allemagne qui n'a pas coutume de prendre position dans ce genre de choses ostensiblement, s'est prononcée aussi dans le même sens. Et quand j'étais là, la Grande-Bretagne n'avait plus fait obstacle. Donc, c'est le produit d'un effort interne de mobilisation internationale et de l'implication de nos principaux partenaires, la Chine aussi. Je n'ai pas oublié la Chine. Tout le monde s'est mobilisé. Merci, monsieur le ministre. Merci.
Kinshasa continue de pleurer ses morts. C'est aujourd'hui qu'elle est victime de dégâts de dernière pluie diluvienne tombée sur la capitale la nuit du 12 à 13 décembre dernier seront inhumés. Un culte œcuménique a été célébré hier au Palais du Peuple en leur mémoire. Le couple présidentiel est venu réconforter les familles éplorées, comme nous dit Elvira Panto. Tristesse, désolation et consternation ont émaillé le visage de familles éplorées venues assister au culte œcuménique célébré à l'esplanade du Palais du Peuple en hommage de leurs proches qui ont perdu la vie lors de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville-province de Kinshasa dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre 2022. Pluie qui a causé la mort de plus de 130 personnes et des disparus ainsi que d'énormes dégâts matériels. Un deuil national de 3 jours a été décrété par le gouvernement à cet effet. Sensible aux problèmes qui touchent sa population, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a écourté sa visite officielle de travail à Washington, aux États-Unis d'Amérique, pour venir s'enquérir personnellement de la situation. La présence du chef de l'État et de la très distinguée première dame à ces cultes œcuméniques est un hommage collectif rendu à ses compatriotes disparus à la suite de cette calamité naturelle. Dans son mot d'ouverture, l'apôtre Kabongo des églises de réveil a donné le but de ces cultes œcuméniques célébrés en mémoire des illustres disparus et les familles éplorées avant d'appeler tour à tour les représentants des confessions religieuses à adresser leurs prières à Dieu en leur faveur. De son côté, le représentant des familles éprouvées, Bongole Bolotoi, a adressé quelques mots de remerciement au couple présidentiel pour l'assistance et la prise en charge des obsèques. Les victimes des inondations à Kinshasa ont trouvé généralement la mort dans les éboulements de terre qui ont détruit leurs maisons, d'autres par électrocution. L'inhumation interviendra ce mercredi 21 décembre au cimetière de Kimpoko. Et juste après ces cultes œcuméniques, les membres de famille de ces victimes ont exprimé leur gratitude à l'endroit du chef de l'État et au couple présidentiel pour leur présence afin de les réconforter moralement. Ils sont au micro d'Hérodé Panda. Le mur de derrière de la chambre de mon petit frère est tombé sur la famille. Il y avait lui, sa femme et le petit garçon de 4 ans qui porte mon nom. C'est vraiment réconfortant avoir 3 morts. On se demandait comment les enterrer. Heureusement que nous avons vraiment obtenu l'assistance du gouvernement, du chef de l'État. Ça nous a beaucoup aidé. Ce geste nous va vraiment droit au cœur. Nous sommes émotionnés, nous sommes des cœurs et nous disons paix à leurs âmes. baluka bisika baza bapembeni ya bamai baza na bangomba na base ya bangomba balonga na bisika wana balukela bango bisika bapesa bango la place. Plus jamais ça, se sont exclamés les Congolais consternés. Chacun devra donc prendre ses responsabilités. Autre chose à présent, en mars 2023 va se tenir la conférence parlementaire internationale Russie-Afrique. Dans le préparatif de cette grande rencontre, une délégation de parlementaires russes est à Kinshasa. Elle a remis une invitation à Christophe Mbosa, président de l'Assemblée nationale, pour sa participation à ces assises. Sylvie Mouimbo, Bernard Boudou et Guy Kitoko ont signé ces reportages. La diplomatie parlementaire est au beau fixe entre Kinshasa et Moscou. La délégation parlementaire de la Fédération de Russie, conduite par le président du groupe d'amitié entre la Russie et la RDC, ainsi que de certains pays d'Afrique centrale et australe, Nicolas Novishkov est venu remettre au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko-Diapwanga, une invitation de la conférence parlementaire internationale qui aura lieu du 19 au 20 mars prochain en Russie. Au cours de cette rencontre de ce jour, nous avons parlé de questions sécuritaires. Nous avons parlé de questions électorales. Il y a aussi des investisseurs russes qui veulent
venir ici. 2023, année électorale en RDC, la Russie a promis de demeurer aux côtés de la République démocratique du Congo. Je prends toujours l'intégrité territoriale des pays africains, surtout de la RDC. Notre peuple plaide pour la paix et la prospérité de toutes les nations et nous soutenons cette idée toujours. Je tiens à remercier l'honorable président de l'Assemblée nationale pour cet accueil chaleureux et j'espère que nous allons poursuivre cette pratique. La RDC, pays aux multiples potentialités, reste ouverte aux hommes d'affaires désireux d'investir au pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jean-Michel Samaloukonde était hier à la centrale électorale. Le Premier ministre veut se rassurer du déroulement du processus électoral en RDC. Sur place, il a promis l'accompagnement financier du gouvernement dans toutes les échéances électorales. Pati Tundouango, Julien Piana et Bienvenue Loussala étaient dans sa suite. L'avant-midi de ce lundi 20 décembre 2022, le Premier ministre l'a consacré à la Commission électorale nationale indépendante. Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a pris part à la présentation des kits d'enrôlement des électeurs et du mode d'utilisation de l'application Pré-Rapseni. Le chef du gouvernement a voulu s'assurer personnellement du bon déroulement des préparatifs de l'opération d'enrôlement des électeurs en vue des élections prévues en 2023. Opération qui bénéficie de l'appui de son gouvernement et sur laquelle le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tient mordicus pour la continuité du processus électoral à la République démocratique du Congo. Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a, avant d'appeler les Congolais à s'enrôler massivement, salué les innovations apportées par les bureaux de la CENI en ce qui concerne les kits d'enrôlement. Nous avons prévu aussi justement de nous assurer d'accroître notre force du point de vue justement de notre police pour garantir cette sécurité tout au long du processus électoral pour l'année 2023. Ensuite, je voudrais ici indiquer que pour que nous puissions arriver à l'aboutissement de ce processus tel que voulu et même d'ailleurs déclaré par son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir le respect des délais du point de vue de l'organisation des élections. Mais c'est une implication de tous ici qui est demandée, de toute la population qui doit s'approprier ce processus, d'abord par patriotisme, parce qu'il en va de la bonne continuité démocratique de notre pays, mais aussi par responsabilité individuelle de garantir le choix de nos dirigeants politiques pour la bonne continuité de la marche du pays. Le chef de l'exécutif national a en outre mis l'accent sur la nécessité de la mutualisation de l'opération d'enrôlement des électeurs qui va faire en sorte que les données récoltées par la CENI soient utilisées par l'ONIP et l'Institut national des statistiques. La politique d'ouverture et l'appui du gouvernement Sama aux actions menées par la CENI ont été loués par Denis Kadima, président de cette institution d'appui à la démocratie. C'était bien avant la présentation des kits. Face à face hier entre la CENI et les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication CESAC, ces deux institutions d'appui à la démocratie veulent mettre en place des stratégies communes pour encadrer le média congolais pendant la période électorale. Teti Samba et Géresto Fungé ont signé ces reportages. Au cours de cette rencontre, avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, il était question pour le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication d'arrêter les stratégies communes en lien avec le processus électoral en cours. Les deux parties ont échangé sur les démarches futures qu'il faudrait mettre en place pour assurer une bonne communication, comme l'explique ici le rapporteur du CESAC, Oscar Kabamba. Il était question de pouvoir arrêter des stratégies communes en prévision du processus électoral qui est déjà en cours. Il fallait que la CENI et le CESAC puissent tout simplement échanger sur les démarches futures qu'il faudrait mettre en place pour essayer d'assurer une bonne communication
en direction de la population. Vous avez vu par exemple dans les médias, le CESAC avait mis hier une recommandation signée par le président et le rapporteur, en fait demandant aux médias et même aux acteurs politiques de pouvoir s'abstenir à se lancer dans ce que nous avons appelé une campagne électorale précoce. Eh bien, ça fait partie de toutes ces stratégies et bien d'autres que nous venons de définir ici avec la CENI. Vous en saurez un peu plus peut-être pour que prochainement nous puissions aller dans la même direction. Il est à noter que le CESAC a rendu public un communiqué demandant aux médias et même aux acteurs politiques de pouvoir s'abstenir de se lancer dans une campagne électorale précoce. Séoul, en Corée du Sud, vient d'abriter la deuxième conférence de l'espoir sur le droit de l'homme. Plusieurs personnalités du monde politique, scientifique et religieuse sous la présidence de la Fédération universelle pour la paix ont discuté sur les questions qui menacent la paix dans le monde. C'est un reportage dans l'Mbikaï rendu par Jean-Richard Koualé. Plus d'1 million de téléspectateurs ont participé à la deuxième conférence de l'espoir pour la défense des droits fondamentaux de l'homme et liberté de pensée co-présidée par la Fédération pour la paix universelle et la Fondation Washington Times à Séoul en Corée du Sud. Cette conférence internationale pour la paix s'est conclue par l'appel à la signature de la déclaration pour combattre toute forme d'intolérance, des préjugés et de la haine envers les autres. Ouvrant ses assises, le président du comité d'organisation, Dr Yoon Young, a rappelé le public que les droits de l'homme se concentrent sur la famille. Les médias ont été recommandés de faire la promotion de culture de la paix et non faire la promotion de la haine. Retenons que la Fédération pour la paix universelle a été créée en 2005 par le feu révérend Moon et sa femme Anne Moon pour la recherche de la paix dans le monde. Pour cette année qui s'achève, cette organisation a tenu plusieurs conférences de haut niveau qui ont recommandé la réforme de l'ONU qui a montré ses limites face à la Covid-19, les essais nucléaires nord-coréens et les guerres d'agression dans le monde. Un coup dur pour tous les miniers dans la province de l'Ituri. Toute activité minière à Mbérou 2 est désormais suspendue. Ces puits d'or est à la base de la tension communautaire dans la région. Cette décision prise par l'administrateur du territoire d'Irumu vise à préserver la paix dans cette entité. Suivez. De préserver la paix et l'unité au village Mbéroudé à Solenyama, l'administration militaire de l'Ituri interdit formellement l'exploitation d'or dans un puits qui a été à la base de tensions communautaires entre les communautés Bira et Euma du 18 au 19 décembre dernier dans cette entité de la chefferie de Babou Bokoé. Ceci jusqu'à nouvel ordre, explique l'administrateur du territoire du Roumu. Le colonel Siro Simbajan a mission dans cette partie de l'Ituri. J'ai interdit formellement l'exploitation soi-disant des mines d'or. Et donc jusque-là, effectivement, il y a de l'or. Nous allons envoyer une équipe des experts pour faire la cartographie de cette carrière et ces experts feront un rapport. Au commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Chirimwami, de rassurer la population de Solenyama de la détermination des FARDC d'imposer la paix là où elle est troublée. L'armée a 3 missions, la protection de l'intégrité territoriale, la protection de la population et leurs biens et participer au développement en temps de paix. Nous sommes venus donc rassurer la population que chaque fois qu'il y aura un problème, l'armée est là pour agir. D'ailleurs, déjà, on a déployé, nous sommes prêts pour intervenir. Sur instruction du gouvernement militaire, le numéro 1 de la 32e région militaire, en Ituri, multiplie les campagnes de sensibilisation sur la culture de la paix et la cohabitation pacifique dans cette chefferie afin d'affirmer l'autorité de l'État et jeter les bases d'une paix durable dans la région après les opérations menées par les forces armées contre les fauteurs de troubles. Les engins lourds tournent à plein régime, 24 heures sur 24 heures dans la province pour moderniser la voirie d'ici. Nous sommes là dans la province de Haut-Souélé. Plus de précisions dans ce reportage. Chaque jour, Isiro continue sa transformation grâce à l'ingéniosité de ces techniciens de l'OVD entièrement conditionnés par le gouvernement Bastian Nanga. Ici sur le boulevard Massis André, c'est un beau paquet d'ingénieurs et ouvriers qui sont mis en contribution pour l'érection des masterdotes
conçu pour canaliser l'eau dans une région à forte pluviométrie. Nous sommes en train de construire les collecteurs, souvent des ouvrages d'assainissement sur l'avenue Toulouba ici, parachever les travaux sur la deuxième phase. Deuxième lot qui consiste à travailler sur les 2250 mètres. Et les ouvrages que nous sommes en train de faire, c'est pour éviter surtout les inondations. Toulouba, à la devanture de l'église Aougé, la rivière Ané dans le quartier Casamar, la colline Mendambo, à partir de la rivière éponyme tronçon chantier du bâtiment de l'Assemblée provinciale, c'est une véritable métamorphose que subit le principal boulevard de la ville d'Issiro. Un travail de qualité salué par le bureau technique de contrôle trouvé ici sur l'avenue Mandanga, reliant l'université de Louélé à la résidence officielle du gouverneur de province. Les travaux sont arrivés à 80% sur le coût global de financement du gouvernement provincial. Comme c'était prévu de finir vers le 25, mais certainement à la fin du mois, tous les travaux seront finis. Christophe Bassiane Nanga, qui a déjà investi 1,88 $, américains pour ces deux phases, voudrait faciliter le travail d'asphaltage à venir conformément au programme d'action de son gouvernement, inspiré par celui du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Validation du module de formation sur le droit à santé sexuelle et reproductive. Une formation est organisée à l'intention des apprenants des instituts des techniques médicales, comme nous dit Jean-Pierre Ndolo Demazou dans ses reportages. Cet atelier de validation du module de formation des apprenants des ITEM sur les normes et directives de soins complets d'avortement centré sur la femme. Le document est validé presque à l'unanimité. Il s'agit du module de formation sur les droits en santé sexuelle et reproductive, y compris les normes et directives des soins complets d'avortement centrés sur la femme. Le module est destiné aux apprenants des instituts techniques médicaux et instituts d'enseignement médical. MSA RDC s'investit pleinement dans la promotion et la défense des droits sexuels et reproductifs des femmes et jeunes filles, car il estime que chaque femme, chaque fille a le droit de décider librement de sa sexualité, d'avoir accès à une gamme complète de méthodes de planification familiale, y compris au service d'avortement sécurisé, dans les termes de l'article 14, alinéa 2C du protocole, sans contrainte ni discrimination. Ce module de formation, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement des ressources humaines en santé, a été élaboré par la 6e direction du ministère de la Santé, chargée de l'enseignement en sciences de santé, en collaboration avec d'autres experts, avec l'appui de Marie Stops International, qui contribue à la promotion de la santé sexuelle et reproductive des femmes et filles en République démocratique du Congo. Les filles et fils de la grande province orientale autour d'une table, ils ont réfléchi ensemble sur comment mettre fin aux problèmes qui bloquent le développement de leur contrée. Merveille Mikomo pour la suite. Le développement de la grande province orientale est tributaire de l'implication des filles et fils de cette contrée. Ces derniers viennent d'organiser un cadre de dialogue permettant de promouvoir l'unité et les liens intergénérationnels, gage d'un développement durable de cette partie du pays. Dans la pratique, il était question au cours de ces travaux d'adopter une série de recommandations pouvant faire face aux différents problèmes qui plongent le décollage de la province. Belle initiative de ces notables, cadre avec le programme de développement local des 145 territoires. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour réfléchir, pour renforcer notre unité et bien plus pour réfléchir sur le développement de l'espace oriental. Raison pour laquelle vous avez vu les notabilités des 4 provinces, vous avez vu le GEN et nous avons créé un débat qui a donné, je peux dire, la lumière pour certaines inquiétudes. Donc la journée a été tellement bien, voir les aînés, voir les jeunes, se mettre ensemble pour discuter de leurs problèmes, c'est déjà beaucoup. C'est vraiment une solution qui commence déjà pour beaucoup de problèmes de la Grande Orientale. L'implication de filles et fils de la Grande Province orientale est un atout majeur pour booster le développement de leur province. Le corps professoral de l'université de Lubumbashi vient de s'agrandir. Jean Kapwasa Kyonge vient de faire son entrée au sein de ces cercles. Il a défendu hier une thèse de doctorat intitulée « La sociabilité dans l'œuvre romanesque ». Le contenu de cette œuvre d'esprit avec Joseph Oscar Mbalkaïch. C'est avec la mention grande distinction que les grades de docteur en lettres, département des langues, civilisation française et latine, ont été conférés aux récipiendaires
Jean Kapwasa Kyonge. Et les représentants du recteur de l'Université de Lubumbashi et président des séances, les professeurs ordinaires Jean-Marie Dikanga Kazadi, annoncent cette décision. Nous, professeur Jean-Marie Dikanga Kazadi, secrétaire général académique agissant au nom du recteur de l'ONU, conférons à M. Kapwasa Kyonge Jean le grade de la civilisation française et latine. Nous lui remettons le présent diplôme et les insignes de l'université et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés à ce grade. La socialité dans l'œuvre romanesque de Tshibanda Amola Bujitu, sujet de la dissertation doctorale, présentée devant une assistance hétéroclite constituée des amis et connaissances et des chercheurs. Les récipiendaires répartis des structures sociales, familles, religions et la société elle-même, caractérisée par un dysfonctionnement dû à l'injustice, au manque de considération pour l'autre et au tribalisme. Des vices qui ont rencontré l'œuvre romanesque de Tshibanda Amola Bujitu. Et comme piste de solution proposée et coulée en forme de conclusion au cours de cette défense doctorale, Jean Kapwasa Kyonge en appelle au bon sens des lecteurs, principalement des Congolais, pour l'émergence d'un Congo nouveau, un havre de paix où il fait beau vivre. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement fini. Journal réalisé par Yolande Voka, Papi Ngina Mao, Junior Kunzuvuka, Mimi Ntimba, Patrick Kachala et Nzengele. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h Joël Makela Moussaka Lakota, 20h Anita Luamba Tchala. Moi, je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.